Si Israël vit actuellement au rythme des élections, on connaît en revanche qui sera à la tête de Tsahal au cours des 4 prochaines années. Passation de pouvoir donc entre le 21e et 22e chef d'état-major de Tsahal. Et cette question, qui sera le premier à défier les capacités de réaction d'Aviv Kochavi, le Hezbollah et l'Iran aux frontières nord, le Hamas au sud, voire même les dirigeants politiques israéliens décidés à montrer les muscles à 2 mois et demi du scrutin. Des élections qui pourraient également être influencées par des hackers pilotés par une ingérence étrangère. On en parle justement dans un instant, mais avant cela, le Flash Actu Défense de cette semaine présenté par Mery Maman. Bonsoir Mery. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. On commence par la cérémonie très émouvante de la passation de pouvoir entre les 2 chefs d'état-major israéliens. Après 40 ans au service de Tsahal et presque 4 années à la tête de l'armée, Gadi Eisenkot a quitté ses fonctions mardi. C'est Aviv Kochavi qui prend le relais. Il est désormais le 22e chef d'état-major de l'armée israélienne. On l'écoute. Comme tout soldat, lorsque j'ai prêté serment, j'ai juré à l'époque de consacrer tous mes efforts à la défense de la patrie. Maintenant, en tant que chef d'état-major avec la sécurité nationale et le bien de l'État pour mission, je fais un nouveau vœu. Il y a beaucoup de travail. Bonne chance à nous tous. Et l'un des défis majeurs auxquels devra faire face le tout nouveau chef d'état-major, c'est la menace iranienne. On le sait, c'est la priorité d'Israël. Et justement, de nouvelles informations ont été révélées concernant l'opération menée près de Téhéran par le Mossad, celle qui a permis de récolter des milliers de documents. Les États-Unis étaient au courant de la mission à haut risque. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou en aurait informé en personne Donald Trump lors du sommet de Davos quelques semaines plus tôt. Objectif, avoir le soutien de l'armée américaine en cas de complications au cours de l'opération secrète. Les médias israéliens expliquent que l'opération aurait pu justement très mal se terminer, mais nous resterons sur notre faim, Mathias, parce qu'aucun détail sur ces complications n'a encore été révélé. Toujours concernant la coopération sécuritaire entre les États-Unis et Israël, Washington vient d'acquérir le dôme de fer et plus précisément 2 batteries du célèbre système de défense antimissile israélien. La volonté est de protéger les soldats américains stationnés à l'étranger. Coût de la transaction, 373 millions de dollars, soit près de 330 millions d'euros. Et on termine par la situation au Kenya et le dernier attentat meurtrier à Nairobi. Des terroristes ont fait irruption dans un complexe hôtelier de luxe ce mardi. Une attaque à la bombe et aux armes lourdes. Le bilan fait état d'une quinzaine de morts. Il pourrait encore s'alourdir. Le groupe islamiste somalien, les Shebab, a rapidement revendiqué l'attaque. Le Kenya est engagé en Somalie justement contre l'organisation affiliée à Al-Qaïda. Voilà, c'est la fin du journal Sécurité Défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Excellente soirée. Et notre premier invité, Rafa Abou Tarif, un colonel de réserve de l'armée israélienne d'origine druze et surtout colonel dans les parachutistes. Rafa Abou Tarif, justement l'unité du prochain chef d'état-major, du chef d'état-major actuellement, Aviv Kochavi. Une première question, et je n'ai pas précisé pour rien que vous êtes d'origine druze, parce que vous êtes au courant de ce qui se passe du côté de chez nos voisins. Rafa, est-ce que les organisations terroristes, Hamas, Hezbollah, vont défier Aviv Kochavi? Shalom. Bonjour. Et vraiment, je pense que nos ennemis, plus précisément le Hamas et le Hezbollah, vont tenter de tester les déclarations de Kochavi et sa détermination. Et je pense que vraiment, ils vont tenter de porter atteinte. Et je pense qu'il n'y a aucun doute que Kochavi sera parfait. Mais de l'autre côté, ils vont attendre le moment pour faire une action, une opération, peut-être pas tout de suite, mais va faire quelque chose pour examiner les capacités de Kochavi et est-ce qu'il est crédible. Et c'est important de tester. La question est donc pas si, mais quand ils vont tester la capacité de réaction d'Aviv Kochavi. C'est une question intéressante. L'ennemi teste toujours nos faiblesses et il attend le moment d'une faiblesse pour lancer une opération de manière. Ils ne vont pas attendre que nous tentons quelque chose. Ils vont chercher nos points de faiblesse et ça peut être dans le nord avec toutes les opérations que nous avons menées là-bas. Nous avons vraiment enlevé les capacités du Hezbollah
en lui détruisant les tunnels. Mais à Gaza aussi, il y a une façon de passer la frontière et tenter de réagir à ça. Mais c'est l'heure de test. Est-ce que, selon vous, Aviv Kochavi est armé pour affronter justement ces défis? Tout à fait. Kochavi et c'est Tzahal. Et Tzahal est prêt, et fort, et technologiquement, militairement, il a tous les moyens, toutes les capacités pour vaincre. Mais il faut la volonté, la détermination, et Kochavi a exactement ces deux choses-là. Une victoire apportera la paix en fin de compte, et c'est la politique de Tzahal. Et Tzahal doit avoir les moyens pour cela et chercher le moment. Dès le moment où il y a quelque chose qui menace Israël, Tzahal doit avoir les moyens de porter atteinte à tous nos ennemis dans le nord et dans le sud avec tous les moyens, et Tzahal a les moyens. Alors, restez avec nous, Rafa Aboutarif. Nous avons tourné cette semaine un reportage avec celles qui sont les yeux de l'armée. Pourquoi celles? Ce ne sont que des femmes. Vous allez le voir, elles ont une capacité incroyable de concentration. Regardez, et on en parle juste après. Les yeux de l'armée. C'est comme ça que l'on pourrait qualifier le rôle de ces jeunes femmes, de l'unité des sentinelles. C'est grâce à Zamanaï que des soldats ont pu être sauvés d'une embuscade. Elle raconte. J'ai dit aux soldats sur le terrain d'attendre parce qu'il me semble que c'est une embuscade. C'est à ce moment que je vois un homme sur un toit qui dirige son arme de la manière suivante et j'ai compris que j'étais face à un grave incident. La cellule est alors sur les hauteurs du village palestinien de Beit Fadjar, situé à quelques centaines de mètres de la localité de Migdal Oz. Des hommes ouvrent le feu puis s'enfuient dans les vallons. Zamanaï perd leurs traces mais dirige les soldats sur les lieux des tirs. Il parvient ainsi à trouver les douilles. Quelques jours plus tard, le communiqué tombe. La cellule a été arrêtée. Elle prévoyait d'attirer des soldats dans un piège et les abattre. C'est comme une impression de victoire, nous avons réussi. Concrètement, c'est notre rôle et notre objectif de pouvoir sauver des vies et de faire en sorte d'arrêter ceux qui veulent nous porter atteinte. Zamanaï refuse pourtant de parler de réussite personnelle. Un travail d'équipe, dit la jeune soldate d'une vingtaine d'années. Un travail pourtant harassant. Elles doivent rester focalisées pendant 4 longues heures sur un écran de 15 pouces. Ça s'est passé après 3 heures de garde, mais dès que je me suis aperçue que quelque chose de bizarre se déroulait sous mes yeux, je n'ai pas eu de doute. Quand on est là, à passer des heures devant ces écrans, difficile de comprendre la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Mais cet incident est comme une piqûre de rappel concernant la responsabilité de mon travail. Zamanaï s'est engagé il y a 10 mois. Il lui reste donc 14 mois à surveiller l'une des régions les plus complexes, entre Bethléem et Hébron, l'un des bastions du Hamas. Rafa Aboutarif, vous êtes toujours avec nous, colonel de réserve de l'armée israélienne. On parle d'Aviv Kochavi qui va gérer les menaces au sud dans la bande de Gaza, au nord avec l'Iran et le Hezbollah. Mais concrètement, le terrain en Cisjordanie, est-ce qu'il a toujours cette expertise? Tout à fait. Kochavi était chef d'état-major. Il a fait un travail dans l'état-major et il a préparé l'armée à ça. Et il est vraiment au courant de tout ce qui se passe. Le fait qu'il vient du Mossad, ça lui permet de mieux comprendre la situation. Et son passé militaire et opérationnel, c'est ce qui va finalement nous permettre de réussir dans sa mission. C'est vraiment un officier vraiment avec tous les moyens qui a été impliqué dans tous les préparatifs de Tzahal, dans toutes les opérations que Tzahal a menées, et ça l'a mené justement au point où il est capable de réussir. Et d'un point de vue personnel, Kochavi nous transmet le fait de la détermination opérationnelle et sa capacité professionnelle et ses valeurs et sa mission et les valeurs de base de Tzahal. L'officier a une mission et un professionnel et une capacité, et il a du charisme. Et ce n'est pas toutes les personnes qui ont ce que Kochavi amène avec lui de façon parfaite. Vous parlez de charisme, sauf qu'en face de lui, il y en a un qui en a beaucoup aussi, c'est Benyamin Netanyahou, qui est Premier ministre, ministre de la Défense.
est-ce que justement en temps d'élection, ça risque pas de poser des problèmes? Est-ce qu'il ne risque pas de pousser Aviv Kochavi à la faute et de se lancer dans une opération? Écoutez, il n'y a aucun doute qu'il y a deux réalités, la réalité politique et la réalité militaire. Et je pense que justement, dans la situation actuelle, où il y a deux personnes avec vraiment des capacités exceptionnelles, chacun peut agir dans ce domaine et ça amènera finalement à une opération. Mais au contraire, je suis très optimiste et je pense que justement c'est pour le bien et ça ne pourra pas créer de problème parce que Aviv Kochavi est un homme qui a des succès et il pourra aller mener l'armée à la victoire et le milieu politique se rend compte parce que c'est l'échelon politique qui prend les décisions. En 10 secondes, Rafa Aboutarif, est-ce que mon oreille a bien entendu les propos d'Aviv Kochavi? On a l'impression quand même qu'il est plus agressif qu'Eisenkot. Est-ce que c'est vrai ou faux? Très rapidement. Vraiment tout à fait. Il est plus agressif et il veut mener la situation à la victoire. Tzahal à la victoire. Et pour ça, Kochavi a parlé d'agressivité et de détermination. Quand tu rentres dans une opération, tu dois définir les objectifs et Kochavi a bien défini ces objectifs et les prochaines opérations vaincront les ennemis. Merci, Rafa Aboutarif, colonel de réserve de l'armée israélienne de l'unité des parachutistes. Allez, on change de sujet au nez à la barbe des États-Unis. L'Iran a bien lancé un satellite dans l'espace malgré les mises en garde de Washington et de Paris. Un satellite censé servir de propulseur de missiles balistiques intercontinentaux. Une opération semble-t-il ratée, mais qui témoigne des plans belliqueux de Téhéran. Regardez et on en reparle justement, juste après. L'Iran misait beaucoup sur ce lancement, mais il s'est finalement soldé par un échec. Ce mardi matin, le satellite Payam n'a pas atteint son objectif. Il n'est jamais arrivé dans l'espace. L'engin et sa fusée porteuse avaient pourtant été testés avec succès ces derniers jours, mais lors de son lancement, il n'aurait pas atteint la vitesse nécessaire pour sortir de l'atmosphère. Sur Twitter, le ministre iranien des télécommunications déplore cet échec. Le lancement du satellite Payam ce matin par la fusée Bassir a réussi, mais malheureusement, le satellite n'a pas pu être placé sur orbite lors de la dernière phase. Nommé Payam, le message en persan, le satellite devait graviter autour de la Terre à environ 600 km d'altitude. Son lancement dans l'espace avait été annoncé en grande pompe par Hassan Rouhani. Le président iranien avait vanté la fabrication locale du satellite, confectionné à l'Université de technologie de Téhéran. Réaction immédiate de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien accuse l'Iran de mensonges. Les Iraniens mentent en permanence. Ils ont menti sur leur programme nucléaire et nous l'avons prouvé en révélant les archives nucléaires secrètes de Téhéran. Et ils mentent maintenant en ayant soi-disant lancé un innocent satellite dans l'espace. Mais en fait, ils préparent la première étape, un missile intercontinental et ce, en infraction à tous les accords internationaux. Cette tentative risque de fâcher Washington. L'administration américaine avait mis en garde le régime des Mollahs qu'en cas de lancement de satellites dans l'espace, le pays pourrait se voir infliger de nouvelles sanctions. La France avait également appelé l'Iran à cesser ses tests de missiles balistiques. Un autre satellite, surnommé cette fois Dosti, devrait lui aussi être envoyé dans l'espace, mais la date de son lancement n'a pas été annoncée par Téhéran. Le premier satellite lancé par l'Iran avait été mis en orbite en février 2009. Omid, espoir en persan, s'était finalement consumé dans l'atmosphère quelques mois plus tard. L'Iran était ainsi devenu la 9e puissance à envoyer un satellite dans l'espace. Mon deuxième invité, Owen Alterman, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions internationales pour la chaîne anglaise d'I24 News. Owen, première question concernant des propos attribués à John Bolton. On lui attribue une demande de frappe en Iran. Est-ce que vous y croyez ou pas? Écoutez, il y a deux médias importants aux États-Unis, Wall Street Journal et le New York Times, qui rapportent cette information, mais nous n'avons entendu aucun démenti de personne. On dit qu'ils ne démentent pas. On continue à recevoir des demandes comme ci, comme ça, qu'on traite, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est contraire à la réalité.
On la doit à qui, cette stratégie anti-Iran? À Pompeo, le secrétaire d'État américain, à John Bolton, le Conseil à la sécurité nationale, ou à Benjamin Netanyahou? Écoutez, Mathias, comme beaucoup de choses dans la situation de Trump, ça vient du président lui-même. Et les personnes dont tu as rappelé, oui, ont défini cette position face à l'Iran qui veut impliquer la position de l'Iran dans la région. Et il a dénoncé l'accord et renforcé les sanctions. Et c'est en fonction des demandes, des vœux de Benjamin Netanyahou. Mais d'un autre côté, il veut aussi se retirer du Proche-Orient. Il a décidé de faire sortir les soldats américains de Syrie. Et ainsi, Donald Trump a toujours des intuitions qui vont pas ensemble toujours. La première intuition, d'abord, Amérique d'abord, qui doit se retirer de l'extérieur et se retourner sur elle-même. C'est la première intuition. La deuxième intuition, c'est sortir de... L'intuition seconde, c'est Donald Trump ne veut pas apparaître comme quelqu'un de faible. Il veut montrer que ses alliances ne sont pas faibles. Et ça le pousse à prendre des positions qui sont des positions de force face à l'Iran. Et jusque-là, il y a eu des mises en œuvre. Il n'y a pas encore de conflit armé, mais ça arrive. Mais d'un autre côté, il y a les sanctions économiques. Et on va voir par la suite comment ça va se tourner. Et en février, ils doivent décider de poursuivre les sanctions, notamment les 8 pays qui ont acheté du pétrole. Alors justement, Owen, vous m'amenez justement à propos de l'Iran. Les États-Unis auraient été au courant de cette fameuse opération du Mossad à Téhéran pour dérober les archives nucléaires. C'est confirmé ou pas? Écoutez, il y a des informations dans ce sens dans les médias israéliens ces derniers jours. Nous savions à l'avance que Trump avait été mis au courant par le chef du Mossad, mais ce n'est pas clair si l'information est arrivée jusqu'à chez Trump. Mais même si Benjamin Netanyahou a demandé l'autorisation à Trump avant, mais aussi s'il a demandé l'aide de Donald Trump en cas de besoin, s'il y a un incident dans l'opération et qu'il fallait sauver, exfiltrer les agents du Mossad. Et généralement, Israël aime agir indépendant dans ce genre d'action où les renseignements sont extrêmement importants pour la sécurité de l'État. Mais d'un autre côté, il faut agir avec ses alliés. Et il y avait une crainte d'avoir besoin des États-Unis dans cette opération. En clair, Benjamin Netanyahou ne se présentera pas forcément aux élections de 2020, des élections présidentielles américaines, s'il est inculpé par la justice israélienne. Merci Owen Alterman d'avoir été avec nous sur ce plateau. 3 mois avant les élections législatives anticipées en Israël, les suspicions grandissent. Plusieurs voix s'élèvent contre une ingérence venue de l'étranger. La Russie, de son côté, dément toute implication. Yann Ménage, on en parle avec notre 3e invité. En octobre 2018, l'administration nationale israélienne chargée de la cyberdéfense lance une alerte. Des milliers de faux comptes Facebook ont été créés juste avant les élections municipales. Ces comptes propagent des fake news, des rumeurs non vérifiées à propos des candidats israéliens aux élections. Ces comptes avaient été supprimés avant le scrutin. C'est l'une des formes que peut prendre une tentative d'ingérence dans les élections, un système de propagande sur les réseaux sociaux pour tenter d'influencer les électeurs avant le scrutin. Les États-Unis, par exemple, auraient été victimes de ce type d'ingérence étrangère lors de la campagne présidentielle de 2016. Selon l'enquête des services de renseignement, des milliers de faux comptes Facebook avaient été créés pendant la campagne. Ces comptes diffusaient en ligne des contenus pro-Trump. Mais une ingérence électorale peut aussi cibler les urnes électroniques, des machines par exemple utilisées lors des primaires du Likoud et du Parti travailliste il y a une dizaine d'années. Les ordinateurs, qui permettent un vote automatisé, peuvent en effet être la cible de cyberattaques. Mais en Israël, les électeurs votent principalement manuellement sur des bulletins papier. Le risque d'une ingérence dans les élections concerne donc principalement la campagne électorale plutôt que le jour du scrutin. Moscou, principal suspect des ingérences dans les élections américaines de 2016, a déjà nié toute intention d'influencer le prochain scrutin israélien.
La Russie n'est pas le seul pays capable d'interférer dans une élection. L'Iran et la Chine, par exemple, sont également considérés comme des menaces potentielles. Robert Magnard, bonjour. Vous êtes spécialiste de renseignement et de conseil en stratégie, mais également de conseil en cybernétique et cyberwarfare. Pour les néophytes, pour ceux qui ne comprennent pas, en quoi consiste techniquement une cyberattaque pendant des élections? Ça veut dire quoi? Alors, techniquement, ça peut être sur plusieurs plans. Ça peut être le premier plan auquel on pense tout de suite, ce serait des hackers qui prendraient contrôle des différentes machines qui sont liées au vote, des programmes qui donnent les résultats des votes, qui est a priori très peu envisageable, parce qu'Israël est quand même une technologie bien avancée dans le domaine. Le deuxième plan, c'est le plan tout simplement des réseaux sociaux. Une opinion publique existe déjà, mais il s'agit de jouer là-dessus, d'accentuer parfois certaines inimitiés envers un candidat, ou au contraire de soutenir plus un autre candidat avec des profils qui seraient des faux profils, ce qu'on appelle des bots, ou en fait des programmes qui font ça de manière automatique. Ou alors ça peut être un mélange, ça veut dire quelqu'un qui de temps en temps prend la main sur ce profil de manière à ce qu'on ne voit pas que c'est un robot. Et ensuite, ça peut donner beaucoup plus de crédibilité. Et enfin, le dernier plan, ça peut être des hackers, donc des pirates informatiques, qui auraient accès, un peu comme c'est arrivé par exemple dans la campagne d'Emmanuel Macron, qui auraient accès aux mails de candidats ou de leurs états-majors, et ensuite qui diffuseraient soit des documents compromettants, réels, soit des documents non compromettants, mais auxquels on rajouterait quelque chose de compromettant, on enlèverait une partie et ça transformerait ça en compromettant, parce qu'on fait des fake news. Soit carrément de faux documents en disant que c'est des documents qui ont été piratés. Et on peut même finir par une autre possibilité qui est plus liée aux médias, en fait, un petit peu moins ce qu'on appelle au domaine du cyber, mais ce serait d'avoir de faux sites d'information, comme l'Iran, par exemple, a plus d'une centaine de sites d'information, dans 29 langues, si je ne me trompe pas. Entre autres, il y avait un site qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle Tel Aviv Times, qui a été donc pris par l'Iran. Et en fait, ce qu'il faisait, c'était un truc assez simple, en fait, une chose assez simple. Il prenait des articles existants déjà dans la presse israélienne, il les transformait de manière à ce que l'Iran, le Hezbollah ou tout autre allié stratégique ait l'air d'être beaucoup plus fort et Israël beaucoup plus faible. Donc voilà. Alors je disais justement, plus tôt cette semaine, que le Hezbollah, l'unité cybernétique du Hezbollah 910, serait impliqué dans la possible ingérence dont parle Nadav Argaman. C'est crédible? C'est tout à fait crédible. Il faut savoir que l'unité 910, c'est une unité qui est beaucoup plus large. C'est une unité en fait, d'opération extérieure. C'est elle qui est responsable, a priori, des attentats, de beaucoup d'attentats, Buenos Aires, Burgas en 2012. C'est à laquelle appartenait Iman Mourni, le chef. Exactement. Jusqu'en 2008, c'était Iman Mourni. Maintenant, c'est Talal Imad, si je ne me trompe pas. Exact. Et cette unité-là, elle est donc responsable d'autres choses, et entre autres, elle est responsable du financement extérieur en fait, des opérations du Hezbollah par différentes activités, et elle est donc responsable également de la récolte d'informations et de recrutement. Elle utilise déjà en fait de manière assez simple des outils cybernétiques pour ça. Récemment, en Tchécoslovaquie, les services de sécurité intérieure de la Tchécoslovaquie, le BIS, ont découvert, en fait, ont démantelé un système de pirates informatiques du Hezbollah qui utilisait des faux profils pour récolter des informations et également pour insérer des applications malveillantes auprès des utilisateurs. Ça veut dire quoi? En gros, le cyber, c'est la 5e force politique aujourd'hui? On peut dire ça. On peut dire qu'aujourd'hui, le cyberterrorisme, si on se ramène au domaine du Hezbollah, remplace petit à petit le terrorisme plus traditionnel. Si on parle d'élections, par exemple, avant les élections, il y a toujours une période où différents individus, groupes d'individus, voire États, essaient d'influer. Ça, c'est évident. Les groupes terroristes le font de manière traditionnelle par des actions violentes, mais le but de l'action violente, au final, reste quand même de susciter une opinion publique ou alors d'influencer une opinion déjà existante. À partir du moment où vous êtes capable de le faire à distance, de manière beaucoup plus sûre pour vos agents, et que vous pouvez quand même influer et influencer, alors c'est préférable pour tout le monde, je pense. Ça veut dire concrètement, et c'est votre domaine, que la démocratie peut être en danger aujourd'hui ?
La démocratie est toujours en danger. Ça, c'est mon avis personnel, c'est un peu moins une expertise, mais la démocratie est toujours en danger, de la même façon qu'elle est en danger quand il y a des guerres, elle est en danger quand il y a des périodes d'attentats. Lorsqu'on peut la manipuler via un clavier, elle est en danger. Voilà, elle est en danger. Mais d'un autre côté, la démocratie, de manière générale, s'autogère assez bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe en général un pouvoir qui est divisé en deux, avec le législatif et l'exécutif, avec les forces de sécurité, de manière à avoir vraiment une balance au sein de la démocratie elle-même. Très rapidement, vous êtes en contact avec les Israéliens, avec des sociétés israéliennes. Est-ce qu'elles ont compris le danger de cette ingérence extérieure en cybernétique? Les sociétés israéliennes travaillent depuis très longtemps là-dessus. Vous avez beaucoup de sociétés qui travaillent soit en partenariat avec l'armée, soit des anciens de l'armée israélienne, et qui sont justement capables de développer... Et le grand public israélien? Oui, bien sûr. Aussi. Qui sont capables de développer des technologies qui permettent justement de combattre ça, sur tous les plans. Ça peut être sur les réseaux sociaux, où on va rechercher des faux profils. Ça peut être sur les médias plus traditionnels, où on va rechercher justement des sites Internet qui seraient des sites Internet manipulés par des puissances extérieures. Ça peut être sur des choses qui sont un peu plus différentes, comme par exemple des drones. Le Hezbollah... est très là-dessus chercher en fait à pirater des drones, et il y a aussi des technologies là-dessus. Merci Robert Ménard d'avoir été avec nous. C'est pas simple et pourtant vous y avez réussi. Merci de nous avoir suivis. Merci à Maurice Fergan pour avoir assuré l'interprétation de nos deux précédents invités. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine, même heure, même plateau.